Il n'aura suffi que d'une seule journée à peine le temps d'un lever et d'un coucher de soleil pour que la nation réalise avec stupeur qu'un traître siégeait au cœur du pouvoir. En l'espace de 24 heures, Bruno Retailleau, occupant du ministère de l'Intérieur, avait finalisé sa perfidie, ignorant que son échafaudage de mensonges s'apprêtait à s'effondrer sous les projecteurs, car c'est précisément à ce moment-là que Sébastien Lecornu dévoilait au grand jour le théâtre d'ombre où se tramait dans le silence des institutions une trahison d'État d'une ampleur insoupçonnée. Ce 15 décembre 2000, la République a vacillé sur ses bases. Ce n'était pas un simple scandale politique, mais une trahison d'État minutieusement cuisinée dans les cuisines dorées du pouvoir et exposée au grand jour par un homme qui a refusé de se taire. Rien, absolument rien, n'avait préparé quiconque à l'onde de choc de cette matinée-là. Le cornu fidèle serviteur de la République avançait encore avec naïveté, persuadé d'être entouré d'alliés. L'Élysée confiante dormait sur ses deux oreilles. Quant à Bruno Retailleau, artisan de l'ombre, il ignorait que sa belle mécanique conspiratrice allait exploser entre les mains de la République elle-même. Le compte à rebours, en réalité, avait démarré 3 semaines plus tôt. Dans les couloirs feutrés du ministère de l'Intérieur, entre moulures républicaines et odeurs de pouvoir, Retailleau recevait un hôte inattendu. Un homme à la prestance glaciale tailleur sombre, impeccable, venu au nom de Marine Le Pen. Il s'était présenté sous un pseudonyme simple, presque trop poli pour être honnête, Monsieur Laurent. Ce visiteur, ce n'était pas un quidam égaré dans les couloirs du pouvoir. Ancien espion reconverti en architecte de coups tordus politiques, il était devenu le cerveau discret mais redouté du Rassemblement national. Il s'appelait Laurent, ou du moins c'est ainsi qu'il s'était présenté, et il s'était installé avec une assurance glacée dans le fauteuil face à Retailleau, croisant les jambes comme s'il était chez lui. Monsieur le ministre, avait-il lancé d'un ton suave, nous savons que votre siège actuel ne vous suffit plus. Nous savons aussi que vous visez beaucoup plus haut. Puis, tel un prestidigitateur, il avait ouvert sa mallette et en avait tiré un épais dossier qu'il avait déposé sur le bureau avec une lenteur étudiée. Nous avons passé au crible vos discours, scruté votre trajectoire, disséqué vos intentions. Vous êtes un faucon perdu chez les colombes. Ce gouvernement n'est pas fait pour quelqu'un comme vous. Retailleau, intrigué, avait feuilleté les pages. Ce qu'il y découvrit lui glaça le sang, une radiographie politique de sa vie, de ses ambitions les plus enfouies, de ses opinions jamais exprimées à haute voix. Le RN semblait lire en lui comme dans un journal intime. « Qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste ?» lança Retailleau sur ses gardes. Laurent esquissa un sourire qui en disait long. Rien de moins qu'un pacte capable de redessiner l'avenir de votre carrière en mieux. Ce que proposait le Rassemblement national, rien de moins qu'un tremplin vers le sommet, financement complet de campagne, appui médiatique orchestré, élus locaux mobilisés, une machine bien huilée prête à propulser Retailleau vers l'Élysée comme un boulet de canon. Et il n'était pas en train d'improviser, non. Le terrain était déjà en chantier, les bastions gagnables, identifiés, les combinaisons électorales en préparation, les failles des concurrents passées au microscope. Avec nos leviers et un bon storytelling, affirma Laurent, on vous garantit au moins 15% dès le premier tour. Et si tout s'enchaîne bien, le second tour n'est qu'à une poignée de discours. Imaginez un peu président de la République dès 2000. Un rêve longtemps caressé par Retailleau, mais resté hors d'atteinte avec sa formation politique actuelle. Là où son parti lui fermait les portes du pouvoir, le RN lui tendait les clés. Évidemment, précisa Laurent en se penchant légèrement vers lui, un tel coup de pouce ne vient pas sans contrepartie. Nous avons besoin d'un coup de main discret. Vous devez faire tomber le cornu. De l'intérieur. Retailleau avait bondi sur sa chaise, les yeux écarquillés. Faire tomber le Premier ministre, vous vous rendez compte de la folie que vous me proposez. Laurent imperturbable avait déroulé son plan comme on déroule une carte de guerre. L'idée exploitait à fond l'influence de Retailleau au ministère de l'Intérieur pour monter un dossier explosif contre Lecornu. Pas un simple dossier d'opinion ou d'irrégularité, une bombe à retardement soigneusement emballée dans des accusations de corruption financière assez salissantes pour l'anéantir politiquement. Ce coup tordu avait été pensé avec une précision diabolique. Le but, faire passer Lecornu pour un homme acheté par Pékin en échange de juteux contrats militaires. Des factures trafiquées, des comptes en paradis fiscaux, des témoins grassement payés, tout serait truqué de A à Z pour le plonger dans un scandale retentissant. Laurent méthodique avait alors tiré une deuxième chemise de sa mallette et l'avait ouverte comme un prestidigitateur sortant son clou du spectacle. Voici la liste des sociétés chinoises que nous allons utiliser, les montants précis des dessous de table fictifs
et même le déroulé des rendez-vous secrets censés avoir eu lieu. Le contenu était glaçant de rigueur. Rien n'avait été laissé au hasard. Lieu, date, somme, nom, chaque pièce du puzzle avait été fabriquée avec un soin maniaque pour sonner plus vrai que nature. Laurent avait tout prévu jusqu'au moindre détail. Même les questions piégeuses des journalistes figuraient dans son script accompagnées des réponses que Rétillot devrait réciter comme un acteur bien préparé. L'opération portera le nom de Dragon Rouge, annonça-t-il avec un calme glacial. Un clin d'œil à la Chine, bien sûr, mais aussi à l'idée d'un danger rampant. Les médias vont adorer. Rétillot, bien malgré lui, était bluffé. Ce n'était pas une mascarade montée à la va-vite, c'était du lourd, du chirurgical, une machination conçue avec le raffinement d'une agence de renseignement. Et si je dis non, osa-t-il bien qu'il sente déjà que la marge de manœuvre lui échappait. Sans un mot, Laurent extirpa une dernière chemise de sa mallette. Fine, tranchante, comme une lame, nous avons mis la main sur quelques éléments sensibles concernant vos affaires privées, des deals immobiliers peu reluisants dans votre région. Je suis sûr que certains journalistes et procureurs s'en régaleraient. À l'intérieur du dossier, cliché compromettant montrant Rétillot réceptionnant discrètement des enveloppes bien dodues, extraits de comptes bancaires jamais déclarés et témoignages d'entrepreneurs prêts à balancer. Un chantage aussi brut qu'efficace. Laurent se leva, remit sa veste et lâcha la phrase qui allait tout sceller. « Vous avez 48 heures. Soit vous embarquez avec nous et l'avenir vous sourit, soit vous devenez notre problème et votre passé vous explose à la figure. À vous de choisir. » Cette nuit-là, Bruno Rétillot n'avait pas trouvé le sommeil. Le regard perdu dans les vitres de son bureau, il tournait en rond comme un lion en cage ballottée, entre ambition dévorante et peur du précipice. D'un côté, la promesse envoûtante d'un fauteuil à l'Élysée porté par la machine du RN. De l'autre, le spectre menaçant d'un scandale qui réduirait sa carrière en cendres. Une balance instable et au milieu, sa conscience muette. Quand le jour s'est levé, la pièce était baignée de lumière, mais l'homme lui avait plongé dans l'ombre. Il avait tranché, plutôt pactisé avec l'extrême que voir son passé le dévorer. À partir de là, tout s'était enchaîné. Pendant 21 jours, Rétillot avait agi avec la froideur d'un chirurgien du complot. Grâce à l'appareil d'État à sa disposition, il avait réquisitionné des équipes entières, réaffecté des fonctionnaires, tous mis au service d'un seul objectif, fabriquer de toutes pièces un dossier qui ferait chuter le cornu. Le premier étage de cette machinerie toxique forgeait des preuves financières factices. Pour donner vie à son scénario de corruption, Rétillot avait activé ses contacts les plus obscurs. Il avait confié la création de fausses transactions bancaires à une boîte de conseil informatique tenue par un fidèle du RN, un petit génie du clavier à l'éthique aussi souple qu'un câble USB. Résultat, sur le papier, le cornu semblait avoir encaissé 8 millions d'euros de la part de sociétés chinoises entre 2018 et 2023. Un chef-d'œuvre de falsification, mais l'étape suivante était encore plus vicieuse. Rétillot s'était lancé dans le recrutement de témoins, soigneusement sélectionnés parmi les rancuniers du passé. Il avait fouillé dans les archives humaines du cabinet de Le Cornu, y dénichant 3 ex-collaborateurs partis fâchés. Un savant cocktail de menaces voilées et de promesses sonnantes avait suffi à les faire basculer dans le camp de la trahison. Prenons Jean-Marc Durand par exemple, ancien conseiller technique ruiné par un divorce qu'il avait lessivé. Pour lui, Rétillot avait sorti l'artillerie lourde un chèque de 500 000 € promis sous la table et en prime une belle promotion future à la tête d'une entreprise publique, à condition bien sûr que le nouveau régime prenne le pouvoir. Sophie Berstein, ex-responsable de la communication, naviguait en haut trouble avec le fisc. Menacée de naufrage financier, elle était à 2 doigts de sombrer quand Rétillot, tel un faux sauveteur, lui lança une bouée bien particulière, l'effacement de ses dettes et une promesse d'immunité juridique complète. En échange, un témoignage fabriqué de toutes pièces dans lequel elle accuserait le Cornu de l'avoir sommé de museler des journalistes un peu trop curieux concernant ses comptes personnels. Quant à Patrick Morel, ancien chauffeur du Premier ministre, lui aussi portait un fardeau judiciaire, une affaire de violence conjugale qui menaçait d'éclater au grand jour. Rétillot, toujours prêt à exploiter la faille, lui proposa un marché enterrement du dossier judiciaire plus un emploi fictif, généreusement rémunéré contre un récit très détaillé des prétendus voyages secrets de Le Cornu, organisés bien sûr pour rencontrer des sponsors chinois. Chacun de ces pions avait été méticuleusement préparé par les hommes de Laurent. Les fausses déclarations avaient été apprises comme des répliques de théâtre,
les réponses aux questions pièges répétées jusqu'à l'automatisme et les versions croisées entre elles pour garantir une parfaite harmonie. Un travail de lavage de cerveau mené avec la précision d'un horloger suisse. La troisième étape du complot relevait de l'ingénierie pure fabriquée de toutes pièces, un arsenal de faux documents administratifs. Retillo avait sollicité des faussaires aguerris, des virtuoses de l'imitation bureaucratique, capables de produire des autorisations d'exportation d'armes aussi crédibles que les vraies, des notes de frais bidons parfaitement détaillées et même des ordres de mission entièrement inventés. Bref, un véritable univers parallèle sur papier monté pour donner corps à l'illusion de la corruption. Mais le clou du spectacle, c'était le quatrième acte, une opération de désinformation d'une ampleur hallucinante. En collaboration étroite avec les équipes de Laurent Retillo, avait orchestré la création et l'activation de milliers de faux profils sur les réseaux sociaux. Depuis des semaines, ces comptes distillaient méthodiquement des rumeurs toxiques. Le cornu aurait planqué une fortune offshore, voyagé aux frais de mystérieux mécènes asiatiques, mené un train de vie bien au-delà de ses revenus déclarés. Tout cela n'avait qu'un seul but, conditionner l'opinion publique à avaler la supercherie sans broncher. Quand viendrait l'heure des révélations, les Français ne seraient pas surpris, juste rassurés d'avoir eu raison de soupçonner. Une manipulation anticipée, vicieuse, presque élégante. Ce que Retillo ignorait totalement, c'est que dès les premiers battements de son plan tordu, un regard aiguisé s'était posé sur lui. Une ombre silencieuse mais ô combien redoutable, Marie Gauthier. Numéro 2 de la DGSI femme de 52 ans, aussi effacée dans les médias qu'efficace sur le terrain, elle pilotait la cellule la plus sensible du renseignement intérieur, celle qui traque dans l'ombre les menaces invisibles à la République. Les premiers signaux d'alerte lui étaient parvenus comme des frémissements dans un radar hypersensible. Ces analystes fins limières numériques avaient détecté des accès étranges à des fichiers classifiés par des agents du RTA, des requêtes absurdes sur des sociétés chinoises hors de toute procédure officielle et des recherches insistantes sur le passé de proches collaborateurs de Le Cornu. Rien de concret à ce stade, mais ça sentait le brûler. Le vrai déclic, cependant, n'était pas venu des écrans, mais du terrain. Des rapports internes faisaient état de réunions en catimini, d'allées et venues suspectes sans ordre de mission et de connexion nocturne à des bases de données sensibles. Autant d'indices qui, mis bout à bout, commençaient à dessiner le contour flou d'un complot. Et dans ce genre de cas, Marie Gauthier savait que l'instinct valait souvent plus que 1000 rapports. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, avait soufflé Marie Gauthier à son bras droit, le commandant Pierre Roussel. Ces recherches n'ont rien à voir avec les attributions habituelles du ministère. Et surtout, pourquoi diable Retillo fouille-t-il dans les comptes perso de Le Cornu face à cette étrange puzzle? Elle avait pris une décision aussi audacieuse que périlleuse, placer Retillo sous surveillance rapprochée. Un choix lourd de conséquences, car dans le monde feutré de la République, espionner un ministre revient à marcher en équilibre sur le fil d'un rasoir. Mais son instinct affûté par des années de chasse aux menaces invisibles lui hurlait qu'un poison s'infiltrait au cœur de l'État. Alors, sans faire de bruit, ses équipes s'étaient mises en marche. Micros installés discrètement dans le bureau du ministre en pleine nuit, ligne téléphonique placée sur écoute, grâce à un feu vert ultra confidentiel du Premier ministre, obtenu sans livrer tous ses soupçons et une surveillance mobile discrète pour pister le moindre de ses déplacements. Les résultats dépassèrent toutes les attentes. Jour après jour, les écoutes révélaient une vérité explosive. Retillo était en contact régulier avec Laurent, l'éminence grise du RN. Appels codés sur téléphone jetable, rendez-vous clandestins dans des parkings glauques, restos anonymes en banlieue ou appartements neutres. Les deux hommes orchestraient quelque chose de bien plus grand qu'un simple coup politique. Dragon Rouge progresse à merveille, annonçait Retillo lors d'un échange confidentiel daté du 8 décembre. Les faux papiers seront prêts d'ici quelques jours. Quant aux 3 témoins, ils sont briefés au millimètre et grassement récompensés. Dès que vous donnez le feu vert, on lance la frappe contre Le Cornu. Excellent, répondait Laurent sans la moindre hésitation. Marine est plus qu'impatiente de voir ce clown finir en cendres. Il faut l'éteindre pour de bon avant que la campagne commence. Nos chiffres montrent qu'il pourrait bien faire dérailler tout notre plan. Chaque mot de ces échanges, chaque soupir de complot était enregistré et méticuleusement retranscrit par les agents de Marie Gauthier. Et à mesure que les preuves s'empilaient, la trahison prenait forme brutale, limpide, irréfutable. En silence, Marie constituait son propre dossier, cliché volé de réunions nocturnes, bandes audio terrifiantes de cynisme, éléments concrets prouvant la fabrication du mensonge.
Elle rassemblait tout avec la précision d'une archiviste ou d'une procureure en embuscade. Le soir du 14 décembre, elle fit ce que peu auraient osé. Elle allait briser le silence, quitte à y laisser sa carrière. Il était 23 heures pile quand elle passa le coup de fil décisif. Le cornu encore à son bureau à Matignon fut tiré de ses papiers par la sonnerie d'un téléphone sécurisé. « Monsieur le Premier ministre, ici Marie Gauthier, DGSI. Je dois vous rencontrer immédiatement, c'est une urgence, un sujet de sécurité nationale. » 1 heure plus tard, elle lui faisait face dans son bureau feutré un dossier rouge estampillé « Secret défense » posé comme une bombe au milieu de la table. « Monsieur le Premier ministre, dit-elle d'un ton grave, presque solennel, ce que je m'apprête à vous dévoiler dépasse l'entendement. Votre propre ministre de l'Intérieur organise en coulisses un putsch administratif contre vous. » Le cornu frappé de stupeur ouvrit de grands yeux. « Un putsch? Vous plaisantez sans répondre. » Marie ouvrit calmement le dossier rouge. Un à un, elle en sortit les fragments d'un puzzle glaçant, cliché volé des rendez-vous secrets entre Rétilo et l'émissaire du RN, extraits audio révélant des discussions sans équivoque et reproductions de documents falsifiés destinés à l'abattre publiquement. Cela fait 3 semaines que Bruno Retailleau œuvre dans l'ombre pour le compte du Rassemblement national. Il a monté une opération de toutes pièces pour vous discréditer demain matin lors d'une conférence de presse censée marquer votre chute. Le cornu sidéré découvrait l'étendue du piège, des preuves inventées de toutes parts, des témoignages truqués, un scénario écrit depuis le cœur même de l'appareil d'État avec la bénédiction silencieuse de l'extrême droite. Mais dans quel but lâcha-t-il enfin? Parce que vous êtes un obstacle, répondit Marie avec une clarté implacable. Votre honnêteté, votre popularité, votre refus de pactiser avec les extrêmes, vous êtes leur problème. Et pour imposer leur pion à Matignon, il fallait d'abord vous faire sauter. La révélation avait percuté le cornu de plein fouet comme une enclume tombée du ciel. L'un de ses propres ministres, un homme à qui il avait accordé sa confiance sans réserve, complotait dans son dos main dans la main avec ceux qui rêvaient de faire chuter la République. « Que dois-je faire » souffla-t-il encore sonné. Pour la première fois depuis le début de leur échange, Marie Gauthier esquissa un sourire. « Devancez-le. Agissez avant qu'il ne le fasse. Demain matin, c'est vous qui tenez le micro, pas lui. » Ce qu'elle proposait tenait du pari insensé. Ne pas se défendre, mais attaquer. Ne pas subir, mais révéler. Et surtout ne pas attendre que Retailleau dégaine son faux dossier, le prendre de vitesse et exposer sa trahison au grand jour avant même qu'il n'ouvre la bouche. Cette nuit-là, le cornu ne dormit pas une seconde. Ce fut la plus longue, la plus intense, la plus risquée de toute sa carrière. Dans le silence feutré de Matignon avec l'aide de Marie Gauthier et de quelques agents triés sur le volet de la DGSI, il planifia chaque détail d'une opération sans précédent dévoilée en direct à la France entière qu'un ministre du gouvernement avait retourné sa veste et conspiré contre lui. L'équipe prit ses quartiers dans une salle hautement sécurisée du palais transformée pour l'occasion en quartier général de crise. Pour cette opération à haut risque, Marie Gauthier ne laissait rien au hasard. Elle avait mobilisé ses meilleurs éléments, le commandant Pierre Roussel pour verrouiller l'aspect légal, la capitaine Sarah Chen pour décortiquer les données numériques et Julienne Marchand, analyste chevronné pour cartographier les ramifications du complot. « On n'a pas droit à l'erreur », répétait Marie. « Tout doit être béton, chaque preuve irréfutable, chaque ligne vérifiée, chaque témoin recoupé. Retailleau cherchera la moindre faille de procédure pour faire sauter le fond. » Sarah Chen, concentrée comme un chirurgien en pleine opération, passait les fichiers suspects à la loupe numérique. « Observez bien les métadonnées », expliquait-elle en zoomant sur son écran. Ces documents officiels, soi-disant venus de Chine, créés sur une machine française il y a 6 jours. Et tenez-vous bien, on a retrouvé l'adresse IP exacte de l'ordinateur. Pendant ce temps, Roussel épluchait le dossier à la virgule près pour anticiper toute attaque juridique. Pas de zone grise, constatait-il. Les écoutes ont été dûment autorisées, les surveillances enregistrées, les témoins parfaitement valides. Retailleau ne pourra pas faire annuler une seule pièce. De son côté, Julien Marchand reconstituait la toile d'araignée souterraine du RN. Le piège dépasse Retailleau, soulignait-il. On a mis le doigt sur au moins 15 autres fonctionnaires liés à ce réseau. Ce n'est pas une infiltration, c'est une colonisation silencieuse. Toute la nuit sans pause ni relâche, l'équipe avait bataillé pour assembler un dossier à l'épreuve des balles. 300 pages de preuves solides, sourcées, scellées.
À l'intérieur des extraits audio compromettant des échanges entre Retillo et les émissaires du RN, des clichés pris lors de leur rendez-vous clandestin, des preuves techniques irréfutables montrant la création de documents trafiqués et des témoignages accablants de fonctionnaires contraints de participer à la supercherie. Aux alentours de 5 heures du matin, Marie Gauthier s'était tournée vers le cornu avec le calme déterminé de ceux qui savent ce qu'ils risquent. « Monsieur le Premier ministre, ce que nous avons entre les mains est solide comme un roc. Mais une fois cette mèche allumée, tout explosera. Il n'y aura pas de demi-tour possible. Êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout du chemin ?» Le cornu avait croisé son regard, celui d'une femme qui jouait de sa carrière sur un acte de loyauté. « Marie, si vous et vos agents n'aviez pas agi, la République se serait effondrée sans un bruit avalé par l'extrême droite. On n'a pas le luxe d'hésiter. Il faut le faire. Pour la France, pour la démocratie. » À 6 heures tapantes, le cornu était sur le pied de guerre. Une conférence de presse exceptionnelle était fixée pour 10 heures officiellement justifiée par une alerte sérieuse sur la sécurité intérieure. Mais dans l'ombre, c'était une toute autre opération qui se préparait. Il avait lui-même passé un coup de fil à Retillo, veillant à distiller juste ce qu'il faut d'inquiétude et d'ambiguïté dans sa voix. « Bruno, j'ai besoin de vous à mes côtés pour cet événement. J'ai mis la main sur des informations particulièrement alarmantes concernant la sûreté nationale. Votre rôle au ministère pourrait s'avérer déterminant. » De son côté, Retillo avait mordu à l'hameçon avec un enthousiasme à peine contenu. Il était persuadé que la tribune allait lui être offerte sur un plateau pour frapper le cornu en pleine lumière. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avançait droit vers le centre du piège. « Parfait, Sébastien », avait-il répondu, un brin de jubilation dans la voix. « J'apporterai également quelques documents explosifs fraîchement bouclés par mes équipes. Je sens que cette conférence marquera un tournant capital. » Il avait raccroché en se frottant les mains, déjà en train de se projeter dans son discours, son moment de gloire, son triomphe annoncé. Dans sa tête, le cornu était déjà fini balayé et Matignon n'attendait plus que lui. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le vrai scénario avait changé de main. Retillo, surexcité, n'avait pas perdu une seconde. Il avait immédiatement décroché son téléphone pour annoncer la grande nouvelle à Laurent. « C'est du pain béni », jubilait-il. « Le cornu me sert la scène sur un plateau pour l'achever. Je n'aurais même pas besoin de forcer. » Laurent, plus prudent, avait gardé un ton glacial. « Méfiez-vous, Bruno. Un adversaire qu'on croit affaibli peut se révéler dangereux. Le cornu, il n'aura suffi que d'une seule journée à peine, le temps d'un lever et d'un coucher de soleil, pour que la nation réalise avec stupeur qu'un traître siégeait au cœur du pouvoir. » En l'espace de 24 heures, Bruno Retillo, occupant du ministère de l'Intérieur, avait finalisé sa perfidie, ignorant que son échafaudage de mensonges s'apprêtait à s'effondrer sous les projecteurs, car c'est précisément à ce moment-là que Sébastien Lecornu dévoilait au grand jour le théâtre d'ombre où se tramait dans le silence des institutions une trahison d'État d'une ampleur insoupçonnée. Ce 15 décembre 2000, la République a vacillé sur ses bases. Ce n'était pas un simple scandale politique, mais une trahison d'État minutieusement cuisinée dans les cuisines dorées du pouvoir et exposée au grand jour par un homme qui a refusé de se taire. Rien, absolument rien, n'avait préparé quiconque à l'onde de choc de cette matinée-là. Le cornu fidèle serviteur de la République avançait encore avec naïveté, persuadé d'être entouré d'alliés. L'Élysée confiante dormait sur ses deux oreilles. Quant à Bruno Retillo, artisan de l'ombre, il ignorait que sa belle mécanique conspiratrice allait exploser entre les mains de la République elle-même. Le compte à rebours, en réalité, avait démarré 3 semaines plus tôt. Dans les couloirs feutrés du ministère de l'Intérieur, entre moulures républicaines et odeurs de pouvoir, Retillo recevait un hôte inattendu. Un homme à la prestance glaciale, tailleur sombre, impeccable, venu au nom de Marine Le Pen. Il s'était présenté sous un pseudonyme simple, presque trop poli pour être honnête, Monsieur Laurent. Ce visiteur, ce n'était pas un quidam égaré dans les couloirs du pouvoir. Ancien espion reconverti en architecte de coups tordus politiques, il était devenu le cerveau discret mais redouté du Rassemblement national. Il s'appelait Laurent, ou du moins c'est ainsi qu'il s'était présenté, et il s'était installé avec une assurance glacée dans le fauteuil face à Retillo, croisant les jambes comme s'il était chez lui. « Monsieur le ministre, avait-il lancé d'un ton suave, nous savons que votre siège actuel ne vous suffit plus. Nous savons aussi que vous visez beaucoup plus haut. » Puis, tel un prestidigitateur, il avait ouvert sa mallette et en avait tiré un épais dossier qu'il avait déposé sur le bureau avec une lenteur étudiée. « Nous avons passé au crible vos discours, scruté votre trajectoire, disséqué vos intentions. Vous êtes un faucon perdu chez les colombes. Ce gouvernement n'est pas fait pour quelqu'un comme vous.
Retillot, intrigué, avait feuilleté les pages. Ce qu'il y découvrit lui glaça le sang, une radiographie politique de sa vie, de ses ambitions les plus enfouies, de ses opinions jamais exprimées à haute voix. Le RN semblait lire en lui comme dans un journal intime. « Qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste ?» lança Retillot sur ses gardes. Laurent esquissa un sourire qui en disait long. Rien de moins qu'un pacte capable de redessiner l'avenir de votre carrière en mieux. Ce que proposait le Rassemblement national, rien de moins qu'un tremplin vers le sommet, financement complet de campagne, appui médiatique orchestré, élus locaux mobilisés, une machine bien huilée prête à propulser Retillot vers l'Élysée comme un boulet de canon. Et il n'était pas en train d'improviser, non. Le terrain était déjà en chantier, les bastions gagnables identifiés, les combinaisons électorales en préparation, les failles des concurrents passées au microscope. Avec nos leviers et un bon storytelling, affirma Laurent, on vous garantit au moins 15% dès le premier tour. Et si tout s'enchaîne bien, le second tour n'est qu'à une poignée de discours. Imaginez un peu président de la République dès 2000. Un rêve longtemps caressé par Retillot, mais resté hors d'atteinte avec sa formation politique actuelle. Là où son parti lui fermait les portes du pouvoir, le RN lui tendait les clés. Évidemment, précisa Laurent en se penchant légèrement vers lui, un tel coup de pouce ne vient pas sans contrepartie. Nous avons besoin d'un coup de main discret. Vous devez faire tomber le cornu. De l'intérieur. Retillot avait bondi sur sa chaise, les yeux écarquillés. Faire tomber le Premier ministre, vous vous rendez compte de la folie que vous me proposez. Laurent imperturbable avait déroulé son plan comme on déroule une carte de guerre. L'idée exploitait à fond l'influence de Retillot au ministère de l'Intérieur pour monter un dossier explosif contre Lecornu. Pas un simple dossier d'opinion ou d'irrégularité, une bombe à retardement soigneusement emballée dans des accusations de corruption financière assez salissantes pour l'anéantir politiquement. Ce coup tordu avait été pensé avec une précision diabolique. Le but, faire passer Lecornu pour un homme acheté par Pékin en échange de juteux contrats militaires. Des factures trafiquées, des comptes en paradis fiscaux, des témoins grassement payés, tout serait truqué de A à Z pour le plonger dans un scandale retentissant. Laurent méthodique avait alors tiré une deuxième chemise de sa mallette et l'avait ouverte comme un prestidigitateur sortant son clou du spectacle. Voici la liste des sociétés chinoises que nous allons utiliser, les montants précis des dessous de table fictifs et même le déroulé des rendez-vous secrets censés avoir eu lieu. Le contenu était glaçant de rigueur. Rien n'avait été laissé au hasard. Lieu, date, somme, nom, chaque pièce du puzzle avait été fabriquée avec un soin maniaque pour sonner plus vrai que nature. Laurent avait tout prévu jusqu'au moindre détail. Même les questions piégeuses des journalistes figuraient dans son script accompagnées des réponses que Retillot devrait réciter comme un acteur bien préparé. L'opération portera le nom de Dragon Rouge, annonça-t-il avec un calme glacial. Un clin d'œil à la Chine, bien sûr, mais aussi à l'idée d'un danger rampant. Les médias vont adorer. Retillot, bien malgré lui, était bluffé. Ce n'était pas une mascarade montée à la va-vite. C'était du lourd, du chirurgical, une machination conçue avec le raffinement d'une agence de renseignement. Et si je dis non, osa-t-il bien qu'il sente déjà que la marge de manœuvre lui échappait. Sans un mot, Laurent extirpa une dernière chemise de sa mallette. Fine, tranchante, comme une lame. Nous avons mis la main sur quelques éléments sensibles concernant vos affaires privées, des deals immobiliers peu reluisants dans votre région. Je suis sûr que certains journalistes et procureurs s'en régaleraient. À l'intérieur du dossier, cliché compromettant montrant Retillot réceptionnant discrètement des enveloppes bien dodues, extraits de comptes bancaires jamais déclarés et témoignages d'entrepreneurs prêts à balancer. Un chantage aussi brut qu'efficace. Laurent se leva, remit sa veste et lâcha la phrase qui allait tout sceller. « Vous avez 48 heures. Soit vous embarquez avec nous et l'avenir vous sourit, soit vous devenez notre problème et votre passé vous explose à la figure. À vous de choisir. » Cette nuit-là, Bruno Retillot n'avait pas trouvé le sommeil. Le regard perdu dans les vitres de son bureau, il tournait en rond comme un lion en cage ballottée, entre ambition dévorante et peur du précipice. D'un côté, la promesse envoûtante d'un fauteuil à l'Élysée porté par la machine du RN. De l'autre, le spectre menaçant d'un scandale qui réduirait sa carrière en cendres. Une balance instable et au milieu, sa conscience muette. Quand le jour s'est levé, la pièce était baignée de lumière, mais l'homme lui avait plongé dans l'ombre. Il avait tranché, plutôt pactisé avec l'extrême que voir son passé le dévorer. À partir de là, tout s'était enchaîné.
Pendant 21 jours, Retillo avait agi avec la froideur d'un chirurgien du complot. Grâce à l'appareil d'État à sa disposition, il avait réquisitionné des équipes entières, réaffecté des fonctionnaires, tous mis au service d'un seul objectif, fabriquer de toutes pièces un dossier qui ferait chuter le cornu. Le premier étage de cette machinerie toxique forgeait des preuves financières factices. Pour donner vie à son scénario de corruption, Retillo avait activé ses contacts les plus obscurs. Il avait confié la création de fausses transactions bancaires à une boîte de conseil informatique tenue par un fidèle du RN, un petit génie du clavier à l'éthique aussi souple qu'un câble USB. Résultat, sur le papier, le cornu semblait avoir encaissé 8 millions d'euros de la part de sociétés chinoises entre 2018 et 2023. Un chef-d'œuvre de falsification, mais l'étape suivante était encore plus vicieuse. Retillo s'était lancé dans le recrutement de témoins, soigneusement sélectionnés parmi les rancuniers du passé. Il avait fouillé dans les archives humaines du cabinet de Le Cornu, y dénichant 3 ex-collaborateurs partis fâchés. Un savant cocktail de menaces voilées et de promesses sonnantes avait suffi à les faire basculer dans le camp de la trahison. Prenons Jean-Marc Durand par exemple, ancien conseiller technique ruiné par un divorce qu'il avait lessivé. Pour lui, Retillo avait sorti l'artillerie lourde un chèque de 500 000 € promis sous la table et en prime une belle promotion future à la tête d'une entreprise publique, à condition bien sûr que le nouveau régime prenne le pouvoir. Sophie Berstein, ex-responsable de la communication, naviguait en haut trouble avec le fisc. Menacée de naufrage financier, elle était à 2 doigts de sombrer quand Retillo, tel un faux sauveteur, lui lança une bouée bien particulière, l'effacement de ses dettes et une promesse d'immunité juridique complète. En échange, un témoignage fabriqué de toutes pièces dans lequel elle accuserait le cornu de l'avoir sommé de museler des journalistes un peu trop curieux concernant ses comptes personnels. Quant à Patrick Morel, ancien chauffeur du Premier ministre, lui aussi portait un fardeau judiciaire, une affaire de violence conjugale qui menaçait d'éclater au grand jour. Retillo, toujours prêt à exploiter la faille, lui proposa un marché enterrement du dossier judiciaire plus un emploi fictif, généreusement rémunéré contre un récit très détaillé des prétendus voyages secrets de Le Cornu, organisés bien sûr pour rencontrer des sponsors chinois. Chacun de ces pions avait été méticuleusement préparé par les hommes de Laurent. Les fausses déclarations avaient été apprises comme des répliques de théâtre, les réponses aux questions pièges répétées jusqu'à l'automatisme et les versions croisées entre elles pour garantir une parfaite harmonie. Un travail de lavage de cerveau mené avec la précision d'un horloger suisse. La troisième étape du complot relevait de l'ingénierie pure fabriquée de toutes pièces, un arsenal de faux documents administratifs. Retillo avait sollicité des faussaires aguerris, des virtuoses de l'imitation bureaucratique, capables de produire des autorisations d'exportation d'armes aussi crédibles que les vraies, des notes de frais bidons parfaitement détaillées et même des ordres de mission entièrement inventés. Bref, un véritable univers parallèle sur papier monté pour donner corps à l'illusion de la corruption. Mais le clou du spectacle, c'était le 4e acte, une opération de désinformation d'une ampleur hallucinante. En collaboration étroite avec les équipes de Laurent Retillo, avait orchestré la création et l'activation de milliers de faux profils sur les réseaux sociaux. Depuis des semaines, ces comptes distillaient méthodiquement des rumeurs toxiques. Le cornu aurait planqué une fortune offshore, voyagé aux frais de mystérieux mécènes asiatiques, mené un train de vie bien au-delà de ses revenus déclarés. Tout cela n'avait qu'un seul but, conditionner l'opinion publique à avaler la supercherie sans broncher. Quand viendrait l'heure des révélations, les Français ne seraient pas surpris, juste rassurés d'avoir eu raison de soupçonner. Une manipulation anticipée, vicieuse, presque élégante. Ce que Retillo ignorait totalement, c'est que dès les premiers battements de son plan tordu, un regard aiguisé s'était posé sur lui. Une ombre silencieuse mais ô combien redoutable, Marie Gauthier. Numéro 2 de la DGSI femme de 52 ans, aussi effacée dans les médias qu'efficace sur le terrain, elle pilotait la cellule la plus sensible du renseignement intérieur, celle qui traque dans l'ombre les menaces invisibles à la République. Les premiers signaux d'alerte lui étaient parvenus comme des frémissements dans un radar hypersensible.